C'est bon, on est en direct. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Anne, ok. Ça doit être bon. Ouais, a priori, c'est OK dans le chat. On va attendre un peu avant de commencer. On a une soixantaine de participants normalement, donc on va attendre que les gens se connectent avant de commencer ce webinaire. On attend encore 2 petites minutes, Imran. Ça Ouais, te va? ouais, ça me Parfait. va. Comme ça. Le temps que les gens se connectent. C'est ça. Est-ce que vous nous voyez bien? Alors, j'ai l'impression que toi, on ne te voit pas, Romane. On ne me voit pas, d'accord. Non, d'accord. Alors, Aucun des deux. c'est bizarre. Pourtant, ma caméra est bien activée. Et on se voit, Imran, c'est ça qui est... Alors, moi, je te vois pas. Je On me voit pas? vois. Ouais, t'as disparu. Ok. Là, ça va un truc sûr. Ni le partage d'écran non plus. Aucun des Attends, deux. attends, on recommence. Partager l'écran. Partager l'écran. Ok, le partage d'écran, c'est bon, a priori. Écran, OK. Bon, c'est l'informatique. Bon, déjà, il y a le partage d'écran, c'est pas mal. Oui, c'est déjà ça, effectivement. Vous Alors, ne voyez toujours pas. je vais essayer la caméra de mon côté. On va commencer, je pense. Écoutez, c'est dommage si on ne nous voit pas, mais on va faire sans. Écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur votre pause déj, je suppose. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romane. Je m'occupe entre autres du programme de coaching et d'accompagnement pour ceux qui ont déjà suivi l'accompagnement avec moi. Voilà, vous avez peut-être pu me voir également à l'Afterwork qu'on a organisé à Paris il y a 2 semaines. Et du coup, je travaille sur des projets. Donc aujourd'hui, pour commencer cette année 2026, on a décidé d'organiser un nouveau webinaire avec Imran sur un sujet qui est délicat quand on est consultant, la prospection. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à aborder comme sujet, surtout quand il y a quelques années, on vous démarchait sans cesse. Maintenant, ce n'est plus le cas forcément. Donc, on a décidé d'aborder un peu ce sujet. Du coup, avec Imran, Imran, je te laisserai te présenter, mais pour une rapide présentation, tu accompagnes des freelances à trouver des missions, si c'est bien ça. Ouais, Du coup, je te laisse la main. ouais. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir.
Et voilà. Ouais. Pour les questions, il y a le petit onglet questions qui est plus pratique que l'onglet chat. Comme ça permet de lister les questions au fur et à mesure. Et moi, je peux y répondre et les barrer au fur et à mesure. Donc, ça, c'est plus simple. Et dans le chat, on peut juste discuter. Je lis le chat aussi en parallèle. Comme ça, on essaye de voir, suivre les discussions et suivre les questions aussi en même temps. On peut poser les questions en cours de route, bien entendu. Allez, c'est parti. Je me présente un poil plus tard. J'introduis le sujet et après, je vous donne un peu plus de détails sur qui je suis, qu'est-ce que je fais pour que ça ait un peu de sens par rapport à la présentation. Donc, comme disait Roman, mieux prospecter, comment aborder des clients efficacement, c'est quelque chose que nous, les consultants, alors je dis nous parce que je suis aussi consultant, on n'a pas l'habitude de faire, on n'a pas l'habitude on va dire, de s'exercer ni de s'entraîner et on ne nous a pas appris à faire. Donc, l'objectif du webinaire, comprendre ce que ça signifie de vendre une prestation directement, identifier les leviers clés que l'on a déjà en soi pour pouvoir s'améliorer dans la vente, découvrir des astuces concrètes et pratiques pour pouvoir mettre ça en pratique et à la fin, repartir avec un plan d'action simple que tout le monde peut commencer à mettre en place dès maintenant. Alors, le webinaire est pour toi si aujourd'hui, tu as l'impression, ou tu sais que tu maîtrises ton métier, que tu as de l'expérience, que tu sais que tu peux apporter de la valeur au client, mais que tu es en galère de trouver une mission. Galère de trouver une mission, ça peut avoir plusieurs aspects. C'est soit tu es dans une mission. Alors, je n'ai toujours plus l'écran, si c'est possible de refaire la manip pour réafficher. Alors, je réessaye. Parce que sans l'écran, c'est vrai que c'est pas ouf. Ok, nickel. Donc, s'il y a un problème technique en cours de route, n'hésitez pas. Si on ne m'entend plus, il y a un problème aussi. Donc, je disais, ce webinaire, il est pour toi si aujourd'hui tu maîtrises ton métier, si tu as de l'expérience, tu sais apporter de la valeur à tes clients, mais que tu n'as plus de mission. Alors, plus de mission, j'entends deux choses dessous. Plus de mission, ça peut être j'ai vraiment plus de mission, donc j'ai plus de taf, ou je suis dans une mission, mais qui ne fait plus sens pour moi. Et je cherche à trouver une mission dans laquelle je peux avoir un impact, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle on respecte mon travail. Ça rentre aussi dans ce cadre-là. Tu es en mission, mais tu veux chercher à quelque chose de mieux ou qui correspond plus à tes choses. Tout le monde a un écho ou pas? On va régler les points. Ah, bon, on va régler les problèmes techniques avant d'aller plus loin. J'attends juste quelques instants. J'ai l'impression que les derniers arrivés ne voient pas ce qui était partagé. Allez, je refais la manip, comme ça on est bon. Allez, je redésactive, je repartage. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que les derniers arrivés ne voient pas ne voient pas l'écran. C'est bizarre. De toute façon, on enverra le replay et je vous enverrai également la présentation. Ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est bien ça. Je pense Allez, que bon. c'est à chaque fois, c'est les derniers à chaque fois. Je referai la manip. De temps en temps, si quelqu'un ne voit pas le partage, il me dit, je prends 2 secondes à faire la manip et on ne prend pas plus de temps comme ça. On ne loupe pas les slides en même temps. Donc, tu as beau postuler un peu partout et tu as 0 réponse. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que souvent, soit on postule ou soit on est un peu en mode spam ou un peu en mode publicité et on n'a pas de réponse. Les gens sont sursollicités, nos clients sont sursollicités. Et donc, on se dit, ben mince, est-ce que c'est un problème de marché tendu? Est-ce que c'est un problème de je ne sais pas faire? Est-ce que c'est un problème de mon profil ne convient plus? Et en vrai, c'est jamais tout ça. C'est plutôt un problème de méthode. Ton profil, il est bon, mais c'est juste que la manière dont tu adresses ou tu parles à des gens, c'est peut-être pas la bonne façon, ce qui fait que ça ne donne pas envie aux gens de répondre, alors quand bien même que tu aurais pu aider cette personne-là dans soit son projet, soit dans son entreprise. Ce que je constate, moi, ça fait déjà 3 ans que j'accompagne, alors 2023, ouais, c'est ça, 2 ans pleines que j'accompagne des freelances, moi, dans la recherche de missions ou le développement de leur activité. Le marché, en général, et vous le constatez aussi, a profondément changé.
Fut un temps où il suffisait juste d'avoir un profil LinkedIn et les offres nous tombaient dans notre messagerie comme la pluie. Boum, allez, tiens, j'ai une offre, j'ai plus qu'à choisir. Ce temps-là, il est un peu révolu depuis le Covid, où il y a eu énormément de gens qui se sont dit, bah écoute, le Covid, full remote, tout ça, et pourquoi je ne passerai pas à mon compte? Et donc, on s'est retrouvé avec une concurrence énorme sur le marché. Premièrement. Deuxièmement, bah, on va dire les tournures politiques, géopolitiques, l'actualité, les crises, etc., font que bah, y a plus de gens qui demandent, il y a moins de gens qui offrent. Donc, on a tendu le marché de façon un peu, on va dire, alors pas irréversible, mais tout est cyclique, mais on a un peu tendu le marché pendant un certain temps. Et ça va continuer. C'est difficile de faire des prévisions, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est encore tendu. Il n'y a pas beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de gens qui demandent. Les ESN, les plateformes, etc., ou les recruteurs, eux-mêmes n'ont pas forcément, avec leurs clients habituels, beaucoup d'offres. Donc, lorsqu'ils n'ont pas beaucoup d'offres, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent pouvoir pourvoir les seules offres qu'ils ont, mais il faut que ce soit rentable pour eux. Rapidement, quand je suis une ESN, quand j'ai, je sais pas, 200 consultants, quand je peux les placer 200 consultants, ça me fait, moi en tant que ESN, avec la marge que je me récupère sur votre TJM, ça me fait un paquet de thunes. Donc, même si toi, tu négocies, allez, 50 € par-ci, 50 € par-là, sur la masse, je m'y retrouve. Donc, par contre, maintenant, quand j'ai plus de 200 consultants, j'ai que 50 consultants placés. Moi, je veux toujours gagner autant d'argent qu'avant. Donc, j'ai beaucoup moins de consultants. Donc, forcément, l'argent que je touche en tant que SN est beaucoup moins, ou en tant que recruteur est beaucoup moins. Et donc, comment je fais pour gagner ou maintenir mon niveau de vie? Je vais jouer sur la marge. C'est-à-dire que je vais trouver des consultants qui ne me coûtent pas cher et je vais continuer à les vendre assez cher aux grands comptes. Donc, avant où on vendait un TGM de 700 à un grand compte et que mon consultant me coûtait 600, allez, ce n'était pas bien grave. Il y avait 100 € de marge, mais sur la masse des consultants, ça passe. Aujourd'hui, où j'ai beaucoup moins de consultants à positionner, comment je fais? Je ne peux pas accepter quelqu'un qui a 600. Donc, je vais prendre plutôt quelqu'un qui a 500, 450, 400. Et donc, on se retrouve avec plein de gens qui n'ont pas de mission et donc qui acceptent n'importe quel type de TJM. En acceptant n'importe quel type de TJM, ça fait baisser le TJM moyen du marché. Et donc, les recruteurs se disent, OK, entre deux profils hyper qualifiés, lequel je choisis? Celui qui a un TGM le plus bas parce que ça me fait plus de marge. Donc, ça, ce n'est pas la faute des ESN, ce n'est pas la faute des grands comptes, ce n'est pas la faute des consultants, c'est la loi de l'offre et la demande. On ne peut pas faire autrement. Il y a plein de gens qui demandent, la compétence, elle baisse. J'ai vu des développeurs seniors Java qui étaient en mission à 700, 800 en TJM, qui ont vu leur mission s'arrêter pour cause de coupes budgétaires et qui ont, pour les mêmes offres qu'il y a quelques années, maintenant qu'on leur propose 400, 450, quasiment divisé par 2. C'est comme ça. Beaucoup de freelances restent encore passifs et attendent qu'on les appelle. Et c'est là où ça fait la différence. Avant, et ce qu'on a vendu pendant longtemps, ouais, t'as qu'à te lancer en freelance, t'inquiète, mets-toi sur les plateformes, fais ton profil LinkedIn, t'inquiète, les missions, ils vont tomber. Donc, j'entends beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, se lancent en freelance et pensent que c'est comme ça. Et donc, ils se lancent et ils sont passifs et ils attendent. Le problème d'être passif, c'est que tout le monde est passif. Et donc, comment tu fais pour te différencier? La seule façon de se différencier, c'est d'être actif. Donc, être passif, tu ne contrôles rien. Être actif, tu augmentes un peu plus tes chances de trouver les missions ou les jobs de ton rêve parce que tu prends le contrôle sur tes actions et tu sais qu'au moins, tu ne dis pas, ah c'est le marché qui est tendu. Parce qu'après, derrière, on met cette erreur-là, cette faute-là, ah le marché il est tendu, on ne peut rien y faire. En fait, non, on peut y faire quelque chose. Il faut aller de l'avant, il faut bouger. Et les entreprises privilégient encore les CDI. Oui, ça, j'ai vu beaucoup d'offres où les gens postulent en freelance, entre guillemets, et non, mais non, on ne prend que des CDI. Alors ça, pareil, est-ce que c'est une bonne raison, une fausse raison? On n'en sait rien. Pourquoi un CDI? Parce qu'un CDI, ça coûterait moins cher, ce qui est faux. Un freelance coûte moins cher qu'un CDI. Il y a une fausse sécurité des entreprises. Elles pensent que le CDI, il est plus impliqué, il est plus professionnel, il s'intègre à l'esprit de l'entreprise, etc. Ce qui, en vrai de vrai, n'est pas forcément vérifié dans les faits, mais c'est comme ça, les entreprises pensent ça. Donc, tu as plein d'offres de CDI, tu n'as plus beaucoup d'offres de freelancing. Dernière information en date, Capgemini qui licencie 2000 et quelques personnes et qui se fait un max de thunes par les missions qu'elle a, par les missions qu'elle a
aux États-Unis, par exemple. Je ne rentre pas dans le débat de la mission elle-même, mais il y a des boîtes qui font plein de thunes, mais qui sont obligées de licencier quand même, alors que ce sont des grosses recruteuses de consultants en général. Donc, le résultat, tu as l'impression que le marché est tendu et tu as l'impression aussi que toi, tu es invisible dans ce marché, tu es invisible dans LinkedIn, etc. Pour tester ça, tu vas sur Malte, tu tapes les technos ou le domaine dans lequel tu travailles dans la barre de recherche et tu vas voir la palanquée de profils qui ressemblent exactement au tien. Comment tu t'en sors là-dedans? Par exemple, sur Malte, tu n'as pas d'autre choix d'être soit super malteur avec énormément d'expérience ou d'avoir un TJM hyper bas. C'est que comme ça que les clients ils font. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer un peu de méthode et alors continuer à faire ce qu'on fait, mais rajouter des choses à côté qui peuvent nous aider. Donc, le vrai problème lorsque tu veux trouver des clients, c'est qu'il ne faut pas réfléchir comme un candidat en recherche d'emploi. Candidat qui recherche un emploi, c'est quoi? Je postule. Je postule aux offres, j'envoie mon CV, j'envoie mon dossier de compétences, j'envoie mon portfolio. Là, tu es en mode je suis un candidat, je candidate. Alors qu'il y a énormément de clients qui ne recherchent pas un candidat, mais qui recherchent des solutions à leurs problématiques. Le client, il a des problèmes en interne, soit des projets qui n'avancent pas, soit des projets qui n'ont pas démarré, soit des manques de ressources, soit des manques de compétences, etc., etc. Ils ont des problèmes. Et pour adresser ces problèmes-là, ils cherchent des gens. Alors, pas forcément qu'ils cherchent des gens, ils cherchent la solution. La solution peut arriver soit d'un outil déjà tout fait, ou peut arriver des compétences que toi, tu as et que tu peux mettre à disposition de cette entreprise. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, tant que tu restes perçu comme une ressource, c'est-à-dire, je fais du Java, je fais du DevOps, je fais de la cybersec, voilà mon CV, voilà voilà mon CV, voilà ce que j'ai l'habitude de faire, ça ne change pas d'un profil à l'autre. Je repartage pour rapidement. Voilà, comme ça, c'est moins long. Donc, tu restes perçu comme une ressource et donc tu restes perçu comme interchangeable. Comment je fais alors, l'entreprise, elle cherche un développeur. Alors, je prends développeur Java parce que c'est la dernière personne avec qui j'ai échangé juste avant. Développeur Java, OK, toi, tu ne fais plus l'affaire parce que toi, ton TGM est trop élevé, soit parce que je n'ai pas envie de bosser avec toi. J'ai qu'à toquer à la porte de n'importe quel ESN ou de n'importe quel recruteur. Des profils Java, j'en ai plein. Donc, si on se met de notre côté, nous, consultants, si on reste dans la démarche où je suis une ressource que je mets à disposition, je mets à disposition mon temps, je mets à disposition mes compétences, on est incapable d'être différencié de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas oublier, la concurrence, elle est hyper forte. Donc ça, c'est le problème. Les fausses croyances qu'on a vis-à-vis de ça, et j'en ai un peu parlé, c'est à cause du marché. Ça, on a vu. Il faut avoir un gros réseau. Si je n'ai pas un gros réseau, je ne peux pas être dans les offres off-market, etc. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Un gros réseau ne fait pas la qualité du réseau. Je mets un petit réseau de bonne qualité qu'un gros réseau inutile. Et vaut mieux un petit réseau avec qui tu as l'habitude d'échanger, avec qui tu parles, qu'un gros réseau avec qui que des inconnus. Ça aussi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Troisième fausse croyance, il faut être commercial. Moi, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas faire, je n'ai jamais appris à être commercial. Et je déteste être commercial, je n'aime pas baragouiner, je n'aime pas raconter, vendre des vessiers pour des lanternes. Non, non. Pour vendre en direct avec des clients, tu n'as pas besoin d'être commercial. Tu as juste besoin d'être empathique. Ça aussi, on le voit après. Les entreprises n'ont pas de budget. Ça aussi, je l'ai vu des dizaines de fois. Les entreprises, elles n'ont pas de thunes. Et donc, les seules avec qui j'ai discuté, elles n'ont pas d'argent pour me payer. Donc, ça ne sert à rien. Je ne peux pas aller en direct. C'est faux. Une entreprise, elle a de la thune. Sinon, c'est une entité commerciale, une entreprise. Une entreprise qui n'a pas de thune est une entreprise qui est fermée. Point barre. Donc, quand les gens te disent j'ai pas de thune, je n'ai pas de budget pour pouvoir te payer, ce n'est pas qu'elle n'a pas de budget pour te payer. C'est qu'elle n'a pas vu la valeur que tu apportes pour qu'elle puisse décider de dire OK, je vais te donner mon argent durement acquis, je vais te le donner. Donc, ce n'est pas une question qu'elle n'a pas de budget, c'est qu'elle n'a pas de budget à te donner à toi parce que tu n'as pas su montrer la valeur que tu pourrais l'apporter. Il n'y a aucune entreprise qui se dit écoute, je vais mettre 10 000 euros et je vais en gagner 50 000. Il n'y a aucune entreprise qui va te dire ah non, je ne vais pas payer. C'est impossible. Une entreprise, ça ne fonctionne que comme ça. Je mets de la thune, j'en gagne plus. Pourquoi elle paye quelqu'un en CDI? Ça me coûte X milliers d'euros ou X dizaines de milliers d'euros à l'année, mais je sais que ça va me rapporter beaucoup plus.
Pourquoi j'ai investi dans du matériel? Parce que ça m'a rapporté beaucoup plus. Pourquoi j'ai investi dans du cloud, dans du machin chose? Parce que je sais que ça va soit me coûter beaucoup moins, ça me rapporter beaucoup plus. Donc, les entreprises réfléchissent par investissement, retour sur investissement. Donc, lorsqu'elles ne te donnent pas sa thune, c'est tout simplement parce qu'elles se disent, bah, le retour sur investissement, soit il n'est pas garanti, soit il est trop faible. Bah, si moi je te donne 10 000, mais que tu me rapportes 11 000, bah, c'est pas ouf, je vais perdre beaucoup de temps. Par contre, si à lui, je lui donne 10 000 et qu'il me rapporte 50 000, ah oui, bah, je préfère me donner la thune à lui. Alors, je ne dis pas qu'il faut mentir sur les chiffres. Pareil, on verra un peu plus tard comment on fait ça. Donc, en réalité, il y a des clients, ils ne te voient juste pas comme la solution à leurs problèmes. Et ça aussi, on voit comment on peut traiter ça. Petite pause rapide, très rapide, hein. S'il y a des questions, pareil, je vous le dis comme tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, il y a l'onglet questions à côté du chat, n'hésitez pas. Même en cours de route, hein, j'y réponds. Maintenant qu'on a vu le problème et l'état des lieux, comment faire autrement? Donc, on passe du mode je cherche une mission à je crée une opportunité. Je parle de problèmes et pas de compétences. Je sais régler ces problèmes-là pour tel type de client, pour tel type de structure, pour tel type de secteur d'activité. Et je vais mettre à disposition de ces gens-là la visibilité qu'il faut pour comprendre que oui, je peux les aider. Donc, on va directement vers les entreprises au lieu d'attendre qu'elles publient des offres. Les offres qui sont publiées ne représentent qu'une infime partie des gens qui ont des besoins. Pourquoi ça? Parce que quand je publie une offre, c'est que j'ai déjà identifié, moi, en tant qu'entreprise en interne, que j'ai cette problématique-là, que pour régler cette problématique-là, bah, je n'ai pas les compétences en interne, je n'ai pas assez de personnes, je sais que je vais dérouler tel projet, donc j'ai déjà réfléchi à la solution, et il me manque juste des ressources. Donc, je vais publier une offre. Donc, on est avec des entreprises qui sont déjà très matures alors matures, on s'entend, qui sont déjà très matures dans l'avancée du projet. À l'inverse, il y a plein d'entreprises qui sont au stade, j'ai ce problème-là, mince, je ne sais pas comment on fait pour le résoudre. Et j'ai un autre problème qui s'accumule, et j'ai un autre problème qui s'accumule. Donc, ils n'ont même pas le temps de réfléchir à la solution, ils ont encore moins le temps de publier une offre pour savoir comment la régler. Alors, parfois, ils ne publient pas d'offre, tout simplement parce qu'ils ne savent même pas par quel bout prendre les problématiques. Et c'est justement ces entreprises-là qui sont totalement invisibles sur LinkedIn, totalement invisibles sur Malte, totalement invisibles là où il y a des offres, etc. C'est ces entreprises-là avec qui il faut aller discuter, ne serait-ce que pour savoir est-ce qu'elles ont ce genre de problématiques. Pareil, on va voir comment tout à l'heure. Juste pour discuter avec elles, pour voir si oui ou non elles ont des problématiques et comment toi tu peux les aider. Alors, je prends maintenant le temps de discuter un peu rapidement sur moi, une fois qu'on a fait l'introduction sur l'état des lieux, ce que j'ai constaté. Alors, moi, je suis dans l'informatique, ça fait déjà 16 ans. Alors, j'ai commencé en tant que salarié, donc pendant 12 années, j'ai été salarié de, on va dire, stagiaire, je commençais tout en bas, à ingénieur réseau, à DSI, directeur des services informatiques. Donc, j'ai terminé ma carrière juste après le Covid, hein, carrière salariée, où j'étais directeur des services informatiques. Et en fait, moi, j'ai quitté, alors j'étais chef d'équipe, chef d'exploitation, j'ai eu plusieurs rôles au cours de ma carrière. Et en fait, j'ai quitté le salariat pour me lancer à mon compte pour une raison, pour avoir le contrôle. Le contrôle sur les projets sur lesquels je bosse, le contrôle sur mon emploi du temps, le contrôle sur mes revenus, le contrôle sur mes compétences, sur quoi je peux me former, investir sur moi-même. Quand j'étais salarié, je me suis dit, bah, je suis directeur du service informatique, je peux faire ce que je veux, je peux organiser les équipes comme je veux, je peux gérer les projets comme je veux. Et au final, bah, c'était une fausse joie parce qu'en fait, au-dessus de moi, il y avait quand même un directeur général et tu as bien quelqu'un, toujours un supérieur hiérarchique qui va te dire comment faire ton boulot, alors que ce n'était pas lui de décider. Donc moi, ça m'avait gavé. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer en freelance pour être à mon compte et pour pouvoir gérer moi-même mon activité. Ah, désolé. Donc, pour gérer cette activité, donc je me lance. Et donc, mon but n'était pas de passer par des missions, on va dire, en TJM, où je devais vendre mon temps, parce que là, je me retrouvais, entre guillemets, sous forme de subordination. Je trouve 100% de mes clients moi-même et je bosse en direct. Et petite particularité, je ne vends pas au TJM. Moi, personnellement, je vends au projet. Petite différence rapide, bah, quand tu vends en TJM, bah, tu travailles 20 jours dans le mois, bah, tu es payé 20 fois ton TJM. Quand tu travailles au projet, ce n'est pas 20 fois quelque chose, c'est le projet te coûte tant, peu importe le temps que ça me prend. Ah, désolé, je suis un peu malade. Donc.
Donc, peu importe le temps que ça me prend. Donc, que je fasse le projet en 20 jours, en 40 jours ou en 10 jours, ça te coûtera toujours de la même façon. On pourra en discuter un peu plus tard. Donc, depuis ces 2 ans que je fais de l'accompagnement, j'ai fait plus de 250 sessions de mentoring réalisées uniquement sur ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'acquisition client. Pas comment être un bon freelance, enfin, pas comment être bon techniquement, ça vous savez votre métier, mais plutôt sur comment je fais pour aller trouver des clients moi-même. Et je partage ce que j'ai appliqué moi-même tout simplement. Je n'invente pas une méthode, je ne suis pas allé voir ce que font les Américains ou ou je ne sais pas quoi. Non, moi, comment j'ai fait pour moi-même, je explique ça aux gens et je continue à le faire, soit sous forme de webinaire, soit sur LinkedIn, etc. Comment on fait maintenant? Un système simple. Pour trouver des clients par soi-même, il n'y a pas besoin, enfin, on ne parle pas d'outils, d'automatisation, d'envoi de mass mailing, de publicité. Non, non, non. On va faire un truc simple pour commencer. Déjà, identifie un problème ou des problèmes que tu sais résoudre. Comment on fait ça? C'est tout con. Tu prends, il y a le plan d'action après, hein, mais tu reprends ton expérience, tout ce que tu as fait dans ta carrière. Si tu regardes tous les projets que tu as menés, ce sont des problèmes que tu as réglés pour les entreprises. Et même à l'intérieur d'un projet, tu as réglé des problèmes pour toi, tu as réglé des problèmes pour ton supérieur, tu as réglé des problèmes pour ton client, tu as réglé des problèmes pour les utilisateurs de ton client. Donc, chaque expérience que tu as eue était un agrégat, une compilation, une collection de problèmes que tu as réglés pour ton client. Pourquoi on commence par ça? Parce que déjà, d'une part, ce sont des choses que tu as déjà faites et donc sur lesquelles tu peux parler. Premièrement, donc il n'y a pas besoin de pipoter, il n'y a pas besoin d'inventer, il n'y a pas besoin de faire de portfolio. Tu as juste à parler de ton expérience et ça marche, premièrement. Et deuxièmement, ce sont des choses pour lesquelles les entreprises ont déjà payé. Elles t'ont payé, même si c'était au format du TJM, il n'y a pas de problème, ou même si c'était ton salaire en tant que salarié, elles te payaient pour régler des problèmes. Ça veut dire que le problème était suffisamment important, avait un ROI suffisamment important pour qu'elles daignent te donner son argent. Et en business, toutes les idées ne valent rien du tout. La seule chose qui vaut dans un business, pour dire que c'est validé, c'est est-ce qu'un client a payé ou pas. Petite anecdote rapide, je vois souvent des développeurs faire des SaaS et ils codent leur SaaS pendant des années, souvent pendant au moins une année, et ils me disent ça fait 1 an et j'ai toujours 0 utilisateur payant. OK. Et donc, c'est une bonne idée. Ah ouais, je vais rajouter des features. Eh ben non, en fait. Tant que tu n'as pas quelqu'un qui a payé pour ce que tu produis, tu ne peux pas dire que c'est une bonne idée. Et donc, il y a plutôt intérêt à commencer par trouver des gens qui payent pour quelque chose de petit, ensuite l'élargir. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On a déjà eu dans notre expérience des gens qui nous ont déjà payé pour régler des problèmes. Il n'y a plus qu'à partir de ça pour proposer ça à d'autres entreprises. Maintenant, une fois que tu as identifié ça, tu fais ça sur tout ton CV, et maintenant tu trouves 5 boîtes qui pourraient vivre. Alors, le conditionnel est hyper important. 5 boîtes qui pourraient vivre exactement ce même type de problème. Je vais te donner mon exemple personnel. C'est pas grave, je spoil un peu la suite, mais c'est pas grave, c'est pour illustrer. Moi, j'ai été DSI à la fin de ma carrière. En tant que DSI, directeur de service informatique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plein de choses, ok. Mais j'avais 2 rôles particuliers. Le premier, c'était d'aider mon équipe technique à travailler dans de meilleures conditions. Et il y avait la gestion des projets métiers avec les différents métiers, la compta, les moyens généraux, le commerce, etc. Moi, ce que j'aimais, c'est de travailler avec mon équipe pour leur donner des nouveaux outils pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions, automatiser, etc. etc. Mon ancienne entreprise me payait pour faire ça. Donc, quand je me suis lancé en freelance, je n'ai pas inventé la poudre. Je me suis dit, quelles sont les entreprises qui ont un DSI et qui auraient besoin d'aide pour mettre en place des automatisations, des process, etc. pour leurs équipes. Donc, j'ai trouvé 5 boîtes, à minima, plutôt 5 DSI qui pourraient vivre exactement la même situation. Je ne savais pas qu'ils vivaient cette situation comme moi. Je me suis dit, ce sont des DSI. Vu que moi, j'ai été DSI, je connais leur vie, potentiellement, ils vont vivre la même chose. La seule chose que je vais faire, c'est envoyer un message pour prendre contact, juste pour savoir si oui ou non, ce que moi j'ai vécu en tant que DSI, eux, ils le vivent aussi ou pas. Une fois que tu as envoyé ce message-là, tu n'es pas en train d'envoyer ton CV pour dire tiens, voilà ce que je sais faire, est-ce que tu as besoin de moi, je suis libre pour une mission à partir. Non, là, tu es en train de postuler si tu fais ça. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est quand tu envoies un message, tu demandes à la personne est-ce que les problèmes que toi tu sais régler, ces problématiques-là, tu les as rencontrées pour d'autres clients, pour d'autres types d'entreprises, est-ce que lui, il vit ou pas la même chose? Et ça la réponse, elle est simple, oui ou non. Donc, tu donnes envie à la personne de te répondre.
quand tu envoies un CV ou si tu entends quelque chose, tiens-moi au courant, il n'y a jamais personne qui va te répondre parce que les gens, ils ont autre chose à faire que de trouver du travail pour toi. Donc, tu fais ça sur 5 boîtes, tu vois comment ça se passe, tu analyses les données et tu recommences. On rentre dans les détails de ça juste ensuite. Et en parallèle, enfin, ce système-là, tu le testes en parallèle de ce que tu fais habituellement. Donc, toujours les ESN, toujours les recruteurs, toujours mal. J'ai dit au départ que ce n'est pas ouf, mais quand tu dois chercher une mission, tu maximises tes chances. Donc, tu fais ce que tu avais l'habitude de faire, tu le fais de mieux en mieux, mais tu peux tester ce système-là en parallèle. Pareil, toujours, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc maintenant, pourquoi faire avec ce système-là? Donc le bénéfice, c'est que, alors je reviens rapidement, ce qui est important ici, c'est que c'est toi qui fais. Tu identifies, c'est toi. Tu trouves des boîtes, c'est toi. Tu envoies des messages, c'est toi. Analyser les données et tu recommences, c'est toi. C'est toi qui es actif. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est que tu reprends le contrôle et tu deviens actif. C'est-à-dire que quand tu es passif et que ton profil n'attire pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire autant sur Malte ou ailleurs, ou quand tu postules et qu'il n'y a aucune de tes candidatures n'aboutit à un entretien, ou les entretiens à la fin, on te dit, on te rappellera, et on ne te rappelle jamais, on te dit, non, on a pris quelqu'un d'autre. Dans ce mode-là, tu n'as aucun feedback. C'est-à-dire, tu auras beau demander aux gens pourquoi vous avez préféré quelqu'un d'autre, il n'y a jamais personne qui te répond. Pourquoi vous ne m'avez pas choisi pour un entretien, il n'y a personne qui te répond. Et pourquoi ton profil n'attire pas des gens, là, tu es sûr que tu n'as pas de réponse. Donc, dans ce mode-là, où tu es passif, tu n'as aucun feedback, donc tu ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il faut améliorer. Tu vas aller lire des choses sur LinkedIn qui te disent « Ouais, mais il faut optimiser ton profil. Ouais, mais il faut faire ceci. Ouais, mais il faut faire cela. » Tu ne sais pas dans quelles conditions ça a fonctionné. Tu ne sais pas est-ce que ça fonctionne pour toi et dans ton secteur géographique, dans ton secteur d'activité, etc. Pourquoi ça fonctionnerait pour lui et pas pour toi? Tu n'as aucune information. Tandis que là, quand tu envoies des messages toi-même et que tu analyses ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, tu peux tester, et tu redeviens actif et tu reprends le contrôle. Premièrement. Deuxièmement, tu redeviens visible et légitime. Les gens que tu as contactés rentrent dans ton réseau. Ceux qui ont répondu, même ceux qui n'ont pas répondu. Pourquoi? Parce que là, quand tu es passif, tu attends que les gens te contactent. Donc, ce qui veut dire que si personne ne te contacte, ton réseau, il n'a pas bougé. Il est toujours à zéro. Même s'ils te contactent, mais après, à la fin, ça n'a pas abouti. Quand toi, tu les recontactes, ils ne répondent plus non plus parce qu'ils sont déjà passés à autre chose. Par contre, quand c'est toi qui contactes les gens et que les gens répondent, tu commences à créer un lien. Donc, si tu entretiens ce lien-là, tu as des nouvelles personnes qui n'existaient pas dans ton réseau, qui sont tout d'un coup dans ton réseau. Pourquoi? Parce que tu as fait l'effort d'aller les chercher. Et donc, tu deviens visible et aussi légitime, dans le sens où tu as pris le temps d'aller parler avec les gens. Donc, si sur l'autre personne que tu as contactée, il y en a qui trouvent ce que tu fais intéressant et qui pourraient les aider eux, tout de suite, tu deviens légitime pour les aider. Tu peux décrocher des missions sans passer par des intermédiaires. Et oui, quand tu parles directement à des clients, il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a plus de négociation de TJM ou de raisons obscures pour que, oui, en fait, on t'a pris pour faire du Python, mais tu sais, en fait, on ne va pas faire du Python, on va faire plutôt du DevOps parce que, c'est pareil, j'ai déjà vu plein de cas comme ça, on te prend pour un truc et après, on te balance sur autre chose parce que le client a changé d'avis. Non, non, là, tu discutes avec le client en direct, donc c'est toi qui négocies tout, c'est toi qui fais en sorte de livrer la valeur qui a été discutée avec le client en direct. Et derrière ce système-là, tu ne veux pas plein de clients. C'est une autre erreur aussi que je rencontre. Ah mince, il faut que je trouve plein de clients. Non, pas du tout. Il te faut un pool de clients. Un pool, c'est quoi? Ça peut être de 1 à 5, 6 clients avec qui tu fais plein de projets. Pourquoi? Parce que quand tu fais un premier projet chez un client et que ça se passe bien et qu'il est satisfait, il y a de fortes chances que lui-même, il te repropose de travailler sur d'autres projets. Pourquoi? Parce que les prestataires ou les consultants de qualité, c'est hyper difficile d'en avoir. C'est hyper difficile de les garder. Et c'est un peu comme un plombier. Si tu as une fuite chez toi, tu appelles un plombier, tu as toujours peur qu'il fasse du mauvais boulot ou qu'il te surfacture et au final, tu n'es pas content. Par contre, si tu en trouves un qui est hyper bon et qui fait du super bon boulot et qui a un prix raisonnable, la prochaine fois que tu as un problème, c'est lui que tu appelles en priorité. Tu ne vas pas chercher quelqu'un d'autre, tu ne veux pas jouer à la roulette. Donc, tu vas le rappeler lui-même. Mieux, quand quelqu'un dans ta famille a une fuite, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tiens, prends ce plombier-là, il est hyper compétent. En plus, il prend un prix raisonnable. C'est exactement dans cette situation qu'on veut que nous, on se positionne. Tu bosses avec des clients, le client est hyper satisfait, donc il continue à bosser avec toi. Mieux encore, il peut te recommander. Donc là, c'est en mode, on va dire, semi-passif, où c'est de lui-même, il te propose des projets et de lui-même, il te recommande. On peut aller plus loin, on peut rendre ça actif.
toi-même, lorsque tu bosses chez lui, tu peux identifier d'autres projets sur lesquels tu peux bosser. Et donc, toi-même, tu es force de proposition. Et souvent, ça arrive. Moi c'est mon cas. Hein. Je dis, écoute, on a bossé sur ça. Maintenant, il y a ça qui marche moins bien, ça qu'on peut améliorer, etc. Le client me dit, OK, je n'ai pas le budget pour tout, mais on peut travailler sur celui-là. J'ai le budget pour ça. OK. Et donc, de moi-même, je crée des nouvelles opportunités chez mes clients existants. Et parfois, je lui dis, écoute, tu n'as pas dans ton réseau à toi des gens comme toi avec qui je peux discuter, qui pourraient avoir les mêmes besoins que toi. Sur le coup, il me dit non. Et après, quelques semaines après, il me dit, ah, mais tiens, j'ai rencontré machin chose, il a peut-être un besoin, il faudrait que tu discutes. Donc, tu rends ça, encore une fois, actif. Et donc, encore une fois, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients, tu as besoin d'un premier pool de clients avec qui tu fais plein de projets et que tu t'étends à partir de là. Plein de bénéfices, donc, à passer en direct et à aller chercher tes missions toi-même. Concrètement, le plan d'action. Donc, on a vu un peu tout à l'heure les 4 étapes. Hein. Étape 1, identifier le problème que tu sais résoudre. Étape 2, trouver 5 boîtes à qui parler. On commence par 5, hein. Après tu fais des itérations plusieurs fois 5 et c'est ça qui aide. Leur donner envie de répondre, analyser et itérer. Je vois qu'on est à peu près à 30 minutes. On aura le temps de faire le plan d'action. Toujours pas de questions? Ah si, il y a une question. Je regarde. Ouais, super question. Donc, comment avoir les bons contacts sur LinkedIn? Les titres de poste veulent tout et rien dire. Alors, moi, je conseille aux gens de sortir de LinkedIn de temps en temps. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ont un profil LinkedIn, mais qui ne sont pas connectés. Ils ont un profil parce que c'était bien, c'était corporate. Donc, ils ont un profil, mais ils s'y connectent une fois de temps en temps. Il y a plein de gens autour de moi où c'est le cas. Ils s'y connectent une seule fois et après, 3 mois plus tard, j'ai tout ça de messages, ils ne répondent même pas. Donc, les bons contacts, c'est qui? Moi, si je prends mon exemple, je veux aider des DSI. Déjà, je vais chercher des boîtes autour de chez moi et qui ont potentiellement une assez grande taille. Ça, je ne le fais pas sur LinkedIn, je peux le faire sur Google. Il y a plein d'outils qui te permettent de… Alors, tu prends tous les moyens que tu veux, hein, pas forcément besoin de payer, il y a plein d'outils gratuits. Tu cherches des boîtes de plus ou moins de grande taille. Moi, je suis à La Réunion. À La Réunion, dans ma région, des grands groupes, il y en a pas mal. Je connais juste de nom parce que je circule dans la ville, je vois des grands groupes. OK, je regarde ces grands groupes. Oui, ils ont un directeur, ils ont un service informatique, donc oui, ils ont un DSI. J'en ai combien? Il y a un DSI par boîte, il y a une quinzaine de boîtes, ça fait 15 personnes à contacter. Et ces gens-là, la plupart ne sont pas sur LinkedIn. Et pour le seul qui était sur LinkedIn, il ne m'a jamais répondu. Par contre, on a totalement bossé ensemble et ça a été par mail la plupart du temps. Alors que je lui dis, tu as un compte LinkedIn, mais tu ne réponds pas. Ah non, mais tu sais, j'ai créé ce compte-là, mais au final, je lis beaucoup, mais je n'ai pas le temps de trop y passer. Ok, d'accord. Donc, oui, comment tu peux avoir les bons contacts? En fait, pour avoir les bons contacts, c'est qui je veux aider. Si tu veux aider des DSI, va chercher des DSI et tu auras forcément les bons contacts. Si tu veux aider, je dis n'importe quoi, des experts comptables, va chercher des experts comptables. Donc, tu auras les bons contacts. Quand je veux aider des CTO, va chercher des CTO. Quand je suis DevOps, la plupart du temps, j'aide pas des… Alors, c'est soit des DevOps ou soit plutôt des lead dev qui en ont marre de faire des mises en prod calamiteuses, qui ont une CI/CD pas top. Je vais aller contacter des lead dev. À partir du moment où tu sais quel problème tu sais résoudre et qui sont les gens qui pourraient avoir ces problèmes, tu sais les contacts ou les postes à aller chercher. Est-ce que ça répond à ta question? Démarrer la réponse en direct. Est-ce que ça répond à ta question? Tu me diras dans le chat. Donc, les contacts, c'est vis-à-vis de qui tu aides. Et pas je me dis, mais je connais cette entreprise, mais qui je pourrais bien contacter dans cette entreprise? En fait, non. Je cherche un type de personne dans les entreprises et je cherche toutes les entreprises qui pourraient abriter ce type de personne. Si tu aides les gens dans le marketing, tu cherches toutes les boîtes qui pourraient avoir un service marketing ou toutes les agences de marketing. Et après, à l'intérieur, tu trouves la bonne personne pour pouvoir discuter. Rentrons dans le plan. Étape numéro 1, identifier les problèmes. Donc, j'ai déjà un peu spoilé, mais ce n'est pas grave, on le refait rapidement. Reprends toutes tes expériences et tous tes projets. Pour chacune d'elles, pour quel type d'entreprise tu avais bossé? Qui sont les rôles qui ont été impactés positivement par mon travail? Quand je dis les rôles, on a dit le dev, le lead dev, le end user, le CTO, le CEO, le marketing. OK, ce projet-là, il a impacté toutes ces personnes-là. OK. Et pour chacun des rôles, quels étaient les problèmes et les frustrations que ces gens-là, ils avaient et que le projet ou que mon travail à moi a réglé. Attention, on ne parle pas du projet en lui-même tout de suite, on parle des gens et de leurs problèmes et de leurs frustrations. C'est hyper important. Nous, les techs, on a tout de suite l'habitude. Écoute,
je prends un exemple bidon. Ah, le serveur, il est lent. OK. Serveur, il est lent. OK, bah, alors, c'est quoi la RAM, CPU, disque? OK, c'est quoi la base de données? Ah, mais quelle version? Tu vois, on est directement versé dans c'est quoi la version du code? Est-ce qu'il y a une page en particulier? On est directement dans la solution, dans trouver le problème. Enfin, trouver la solution au problème. Mais on a oublié de se poser une question. OK, le serveur, il est lent. Mais qui? Pour qui? Pourquoi? Qui est impacté? Nous, on veut régler le problème, c'est notre job de tech. Par contre, on oublie souvent de poser cette question qui n'est pas importante lorsqu'on est en mission, mais qui est hyper importante lorsqu'on a besoin de trouver une mission. Et donc, pourquoi le serveur il est lent? Pour qui il est lent? Qui est impacté? C'est quoi l'impact? Quelle frustration ça gère? Et oui, tu me dis, ouais, mais c'est con de poser ces questions-là parce que ce qu'on nous paye, c'est surtout pour que le serveur il soit plus lent parce que on se doute bien que ça emmerde les gens et qu'on perd de la thune. Ouais, mais avoir ces informations-là te permet de comprendre les imbrications et ça te fait une bonne, comment dire, une bonne expérience de prospection. Prospection interne, mais ça fait de la prospection. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je rencontre des freelances qui me disent, écoute, voilà, Imran, j'ai fait ce projet-là, c'était l'APIisation d'une application. Je prends cet exemple. APIisation de l'application. OK. Et donc, j'ai développé l'API, on a mis en prod, les gens ils sont contents, l'API elle tourne bien, on est monté en charge. OK. Mais à la base, pourquoi les gens ils avaient besoin d'une API pourquoi cette entreprise elle avait besoin d'une API? Ah, mais je sais pas, moi. On m'a dit de développer une API, j'ai développé. OK, mais il y a bien on t'a payé pour développer l'API? Oui. Mais qui a décidé de te payer? Ah, ben moi, c'est le lead dev. Ouais, mais pourquoi le lead dev, il a eu de la thune pour pouvoir. Ouais, parce qu'il avait besoin de développer une API. Oui, mais il y a bien quelque part dans l'entreprise quelqu'un qui s'est dit on va dépenser de la thune pour développer une API. Parce que cette API-là a bien une raison d'être dans l'entreprise. On ne fait pas un projet juste pour le plaisir de faire un projet. C'est que ça a réglé un problème. Il me dit merde, c'est vrai, je sais pas, je vais aller me renseigner. Quelques semaines après, alors c'est des anciens collègues, donc il est les voir. Et en fait, j'ai un petit problème audio. Est-ce qu'on m'entend toujours? J'ai eu un message d'erreur. Allô, allô? Ouais, ok, on m'entend toujours. Quelques semaines après, il revient me voir, il me dit, écoute Imran, en fait, j'ai compris pourquoi ils voulaient une API, parce qu'aujourd'hui, ils avaient une application et ils avaient des partenaires. Ces partenaires-là utilisaient l'application avec l'interface web, sauf que certains de ces partenaires-là avaient un SI de leur côté et ils auraient aimé, au lieu d'utiliser l'interface web, pour pouvoir faire communiquer leur SI, les SI différemment. Je dis, OK, et pourquoi les partenaires ont fait cette demande? Ah, ben je ne sais pas. Et surtout, pourquoi ton client a accepté de développer quelque chose qui lui coûte de l'argent pour son partenaire? Il est allé se renseigner. Ah, mais en fait, ces partenaires-là sont des gros partenaires, ils font beaucoup de volumétrie. Et donc, en fait, le fait de mettre une API permet de passer beaucoup plus de commandes chez mon client et donc de gagner plus de thunes. Ah, et sinon, ils ne le faisaient pas et ça les saoulait de le faire par l'interface web. Oui. Et donc là, on a toute l'histoire. Une entreprise voit que ses clients passent moins de commandes, donc commence à ne plus gagner assez d'argent. Il va se renseigner, il se rend compte qu'en fait, les gens, ils sont marre d'utiliser l'interface web, ils aimeraient faire une API. C'est la solution à une problématique. Et donc, ils se disent, OK, payer une API, ça va me coûter tant. Par contre, le fait de développer mon API va me permettre d'engranger plus de commandes et donc de me rapporter tant. Donc, je ne fais pas une API parce que ça me fait plaisir, je fais une API parce que ça m'a rapporté beaucoup de thunes. Et donc, ils débloquent des fonds. Et donc, c'est pour ça que toi, tu as eu la mission. Ah ouais, mais oui, c'est ça. En fait, tu as fait des missions jusqu'à présent, mais ce n'était pas pour les beaux yeux du projet, en fait. Ce n'était pas pour faire plaisir au PO, au PM ou je ne sais pas quoi. C'est parce que l'entreprise elle-même, elle avait des problématiques et que ces problématiques-là lui coûtaient de l'argent ou lui empêchaient d'en gagner. Donc, une fois que tu as identifié ça, je lui dis maintenant, je vais chercher des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que ton client, parce que les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité auront sûrement les mêmes problématiques et devraient faire communiquer des gens entre eux et des SI entre eux et sûrement ont les mêmes problématiques de commande et d'API. Et tu vas voir, tu vas aller chercher ces entreprises et tu vas leur demander est-ce que ces gens-là ont des problématiques exactement comme on vient d'expliquer. Il me dit oui, c'est vrai, il n'avait pas pensé à faire ça. Et oui, et c'est de ça dont il s'agit. Donc, il allait discuter. Oui, il y a d'autres entreprises qui ont les mêmes problématiques. Et oui, ils peuvent vendre d'autres API. Donc, c'est exactement ça. Ça sert à ça. Identifier des problèmes que tu sais déjà résoudre. Qui sont les gens qui ont été impactés? Quels ont été leurs problèmes et leurs frustrations? Qu'est-ce que ça leur coûtait de ne rien faire? Et après, quand toi, tu es intervenu, qu'est-ce que ça a changé pour eux? Donc, ça, c'est l'étape 1. Je ne vais pas faire l'étape exemple parce que je viens d'en faire une.
j'ai fait avec les API, mais j'avais fait aussi sur mon cas. Moi, vous aurez les slides pour relire. Mais normalement, tout le monde est capable de faire ça sur son travail, sur sa propre activité. Donc, les exemples. OK. Étape 2. Maintenant, trouver 5 boîtes. Trouver 5 boîtes, on cherche partout et par tous les moyens. Tu cherches dans ton réseau pro et perso. J'insiste bien. Les gens, quand je leur dis, va chercher dans ton réseau, ils me disent, OK, sur mon LinkedIn, je n'ai pas beaucoup de connexions et je n'ai que des recruteurs. OK, c'est très bien. Ça fait qu'un seul petit réseau parmi tout ce qui existe. Je suis sûr que tu as Facebook, je suis sûr que tu as Insta, je suis sûr que tu as TikTok, je suis sûr que tu as Snapchat, je suis sûr que tu as Pinterest, je suis sûr que tu as WhatsApp, je suis sûr que tu as des adresses mail, je suis sûr que tu as plein de choses. Donc, quand tu cherches pour ton business, il n'y a pas de limite à la manière de contacter les gens. Alors, je n'ai pas dit d'envoyer des pubs, j'ai dit de contacter les gens. Donc, ton réseau pro, c'est le plus facile. Des anciens clients, des anciens managers, des anciens collaborateurs, des anciens patrons, des anciens fournisseurs, des anciens clients, tout. Tous les gens avec qui tu as travaillé au moins une fois et que tu as une façon de les communiquer, donc, de communiquer avec eux, soit par mail, soit par WhatsApp, soit par LinkedIn, peu importe. Tous ces gens-là, ça rentre dans ton réseau pro. Un pan qu'on a totalement oublié, c'est le réseau perso. On a bien dans notre famille des gens qui bossent dans des boîtes, qui bossent dans des entreprises. Alors, eux, ils ne sont peut-être pas directement notre cible ou les gens qu'on peut aider, mais ils bossent sûrement dans… Alors, si ta cousine, elle est à la comptabilité d'une grande boîte, bah forcément, dans cette grande boîte, il y a un service informatique. Donc, forcément, il y a des projets informatiques à gérer. Donc, moi, par exemple, quand j'ai des gens qui travaillent dans des grandes boîtes, je leur demande, est-ce que tu as un service informatique? Oui, c'est qui le responsable? Est-ce que tu peux me mettre en relation? Je ne veux pas bosser avec toi, tu es comptable, on ne va pas pouvoir s'entendre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, toi, tu peux… Donc, le réseau pro inclut aussi des gens de ta famille, de tes amis, peu importe, qui soit sont directement des gens que tu peux aider, ou soit qui connaissent des gens que tu peux aider. Donc, tu vas voir Google, tu vas voir les annuaires d'entreprise, LinkedIn, les chambres de commerce dans ta région, etc. Peu importe. Va trouver 5 boîtes par rapport à l'étape 1, c'est-à-dire dans l'étape 1, tu vas identifier plein de problèmes. Tu en prends un dedans qui te fait kiffer, que tu aimes et que tu as l'habitude de faire et que tu as envie de travailler encore là-dessus parce que c'est ça que tu aimes, bah, tu vas trouver 5 boîtes qui pourraient avoir cette problématique. On veut les noms des gens dans la boîte. Je m'en fous de la boîte en elle-même. OK, il y a la boîte, mais à l'intérieur de la boîte, il faut aller chercher la personne que tu peux aider. Et surtout, ne passe pas par le formulaire d'entreprise. Ça aussi, alors je le mets là parce que c'est anecdotique, hein, mais je vois plein de gens qui me disent, bah écoute, oui, j'ai contacté l'entreprise. OK, bah, qui t'a contacté? Bah, l'entreprise. Non, mais c'est qui l'entreprise? Bah, je suis allé sur leur site web, il y avait un formulaire de contact et j'ai envoyé un message. Mais non, mais fais pas ça. Le formulaire de contact, il sert à quoi? C'est soit tu as un formulaire de contact de recrutement, soit tu as un formulaire de contact pour leurs clients. Si tu viens spammer l'un des deux, tu es totalement hors sujet. Donc, c'est sûr que ton truc, il passe à la trappe. Donc, trouve la personne à l'intérieur et contacte cette personne. Petite technique de filou. Si tu as le nom de domaine du site de l'entreprise et si tu as le nom prénom de la personne, il existe des outils qui te permettent de générer toutes les combinaisons mail possibles, soit nom.prénom, prénom.nom, première date du prénom, point prénom, tu vois, tous les trucs comme ça, arrobase le bon nom de domaine, tu prends tout ça et tu copies-colles dans la partie CCI de ton mail et tu envoies et c'est sûr que sur l'ensemble des adresses, il y en a une qui fonctionne. Donc ça, c'est pour renvoyer des mails aux gens. Je vous ai dit ça, mais il ne faut pas trop répéter. Donc, trouver des gens dans les boîtes et les contacter. Maintenant, comment on les contacte? Alors, je vais refaire un exemple là, sur trouver des gens. Donc, si tu cherches des TPE, PME, grands groupes régionaux, souvent, c'est les 3 types de personnes. Généralement, par exemple, moi, si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur les services informatiques, petit service informatique, même si je n'ai pas l'info a priori, je ne peux pas savoir qu'une boîte est un petit service informatique, mais je présuppose. Je vais chercher les noms par priorité, d'abord les DSI, les managers, puis les chefs d'équipe, et en dernier recours, les techniciens. Parce que je peux contacter des techniciens, même si ce n'est pas eux les décisionnaires, mais après, par le technicien, je rebondis vers le manager et le chef d'équipe. Je fais ça avec 5 entreprises, ça fait au moins une vingtaine de personnes. 4 ou 5 personnes par entreprise, ça fait 20 contacts. Et ça, tu le fais en une semaine. Tu trouves des gens. Une fois que tu as trouvé ces gens-là, il faut les contacter. Maintenant, quand tu le contactes, il ne faut surtout pas faire « Je suis Imran, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà mon CV, voilà mon portfolio, voilà mon site web. Est-ce que tu as besoin ?» Ça, c'est la pire des sollicitations. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait pub, ça fait spam. Personne ne lit et personne ne répond. Quand tu envoies un message et que tu veux que l'autre te réponde, tu dois parler de l'autre aussi bien que tu le connaissais personnellement quasiment. C'est lui le héros de l'histoire. Tu dois lui parler de lui. Tu n'es pas
comment dire, tu n'es pas le héros de l'histoire qui vient le sauver. Tu es le compagnon de route dans sa quête à lui. Alors, j'aime bien utiliser les métaphores. Donc, tu es le Sam dans Frodon et Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Tu es le Sam dans Jon Snow et Game of Thrones. Alors, je mets plusieurs exemples en fonction des cultures générales de chacun. Harry, Ron et Hermione. Non, tu n'es pas Harry, tu es Ron et Hermione. Ah, plutôt Hermione. Tu es R2D2, tu es Teal'c dans Stargate, tu es Monsieur Spock, tu es Croque-Mou dans Dragon. Tu n'es pas le héros, tu es le compagnon du héros. Concrètement, la structure, c'est quand tu envoies un message, bonjour, je suis Imran et j'accompagne ou je travaille avec tel type d'entreprise qui ont, et là tu mets en gros ce problème-là. Alors pas en gras gros, mais tu mets ça, qui ont ce type de problème. Généralement, c'est accompagné de ce sous-problème 1, sous-problème 2, sous-problème 3. Souvent, ça a pour conséquence 1, conséquence 2, conséquence 3. La seule question que tu dois poser derrière, est-ce que c'est une situation que vous vivez actuellement? Pourquoi on pose cette question-là? Parce que si tu leur dis, est-ce que tu as besoin de moi? Il n'y a jamais personne qui vont te dire, oui, tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Non. Là, ce qu'on a besoin de savoir, c'est, quand tu poses la question, est-ce que vous vivez cette situation? Il y a plein de gens qui ne vont pas te répondre. Il y a plein de gens qui vont te répondre non. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est les seules personnes qui te disent, oui, ce que tu viens de décrire là, c'est exactement la situation dans laquelle je suis. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit oui, c'est une invitation à sous-entendu, oui, j'ai besoin d'aide. Parce qu'il n'y aura jamais personne qui va te dire oui, j'ai ce problème, mais ferme ta gueule, j'ai pas envie de parler avec toi. Ça n'existe pas. Quand toi, tu poses la question, si la personne elle te dit oui, j'ai ce problème, la seule question que lui il te pose, qu'est-ce que tu proposes? Donc, nous, on s'en fout des noms, on s'en fout des non-réponses. Ce qu'on veut, c'est juste les personnes qui disent oui, ce que tu viens de décrire. Attention, ça paraît beau comme ça, tu vas devoir envoyer pas mal de messages pour avoir très peu de oui. Mais on s'en fiche, on n'a besoin que d'un seul pour valider que ce problème-là est OK. Alors maintenant, comment t'en fais? Tu peux en faire 10, 15, 20, 50 en fonction de toi, de ta conviction que le problème que tu essayes de résoudre te fait kiffer. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, que ça a un intérêt pour les entreprises. Moi, je vois souvent des gens qui me disent « Non, mais j'ai choisi ce problème parce que je peux me faire un maximum de thunes là-dessus et j'ai le pressentiment que c'est de ça que les entreprises ils ont besoin. » C'est faux, parce que c'est faux dans le sens où ce n'est pas la bonne idée, parce que je leur demande, alors, et ça, ce truc-là, t'aimes faire? Si tu devais le faire plein de fois, tu le ferais? Ah ouais, non, mais ça ne me fait pas trop kiffer. Mais pourquoi tu choisis ça? Parce qu'au bout de 5 tentatives, tu ne vas pas avoir de réponse et tu vas me dire, Imran, ça ne marche pas. Ben oui, parce que tu n'y crois même pas, toi, à ton problème. Et dans tous les cas, ça ne te botte pas. Donc non, prends un problème que tu aimes faire, que tu aimes résoudre et pour lequel tu aimes travailler dessus. Et comme ça, tu peux envoyer plein parce que tu es convaincu que c'est quelque chose qui te fait plaisir. Exemple, je suis Imran, je suis DSI externalisé, j'ai tant d'années d'expérience dans la structuration des services support. J'ai accompagné machin chose, et j'ai pour résultat. Auriez-vous des besoins de mes services? Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ai commencé par l'exemple qu'il ne faut absolument pas faire. Je parle que de moi, que de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompagné, de mon CV. Hein. Est-ce que tu veux un lien pour discuter? Absolument pas. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ça ne marche pas. Autre exemple, je suis Imran, DSI externalisé. J'accompagne les services informatiques qui ont la tête sous l'eau à cause d'un trop grand nombre de tickets au support. Pourquoi j'ai utilisé qui ont la tête sous l'eau? C'est parce que l'expression que j'utilisais moi-même, que toutes les personnes avec qui j'ai discuté, ils ont utilisé, on a la tête sous l'eau, on a trop de tickets au support. Voilà, j'ai réutilisé cette grosse problématique. Donc, grosse problématique. Donc, les sous-problèmes, on ne sait plus quoi prioriser, les tickets arrivent de partout, les techniciens perdent la motivation. Donc là, les 3 sous-problèmes. Ensuite, les conséquences. Malheureusement, ça a pour conséquence des directions métiers qui n'ont plus confiance, la direction générale qui demande de plus en plus de comptes et un pilotage de l'équipe qui vient difficile avec parfois, moi, je pouvais rajouter, avec la possibilité, sans possibilité de pouvoir recruter des nouvelles personnes. Pourquoi je parle de ces conséquences-là? Parce qu'en tant que DSI, c'est les trucs qui te font le plus, qui te saoulent le plus. Moi, quand je dis DSI, les directions métiers qui, à chaque quotidien, me disaient « Ah, le service informatique, vous avez la tête sous l'eau, hein, ça avance pas. Hein » Et on se faisait railler comme ça tout le temps. La direction générale qui demandait des KPI et des KPI pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, etc., etc. Les équipes qui se démotivaient, c'était des conséquences chiantes pour moi en tant que DSI. Et ça se tombe bien, c'était des conséquences chiantes pour les DSI avec qui j'ai bossé. Et où est-ce que j'ai trouvé ça? Je n'ai pas inventé, j'ai juste pris les expériences que j'avais déjà. Donc la structure, tu la retrouves là. Voilà ce que je fais, voilà qui j'aide à régler quel type de problème, voilà les 3 sous-problèmes, voilà les impacts que ça a. Est-ce que c'est une situation que vous reconnaissez actuellement? Et en faisant ça, bizarrement, il y a plein de DSI qui me répondent oui,
qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'on aimerait avoir ton retour d'expérience. Ils me disent directement ça, c'est quoi ton retour d'expérience? Alors que j'ai encore rien envoyé en CV, alors que j'ai rien montré comme preuve. Ben, ce sera justement l'occasion de la vidéo que je vais faire avec eux pour montrer que oui, je peux les aider. Mais pour écouter d'abord leurs besoins et ensuite proposer des solutions. Donc, une fois qu'on a fait cette étape, il ne me reste plus beaucoup de temps. Une fois qu'on a fait cette étape, il faut analyser. Donc, tu as envoyé 5 messages. Si tu commences à avoir des oui, c'est très bien. Donc, ça veut dire que tu as trouvé une bonne problématique pour une bonne type de personne. Donc, tu demandes à discuter avec ces gens-là en visio. Visio pour comprendre le contexte. Tu proposes rien. Et une fois que tu as tout compris et que tu sais de quoi le client il a besoin, là, tu peux faire une proposition commerciale. Si tu as des non, donc tu remercies la personne pour la réponse déjà, c'est pas mal. Et tu peux aussi aller plus loin en demandant, juste pour ma culture générale, quels sont les projets prioritaires sur lesquels vous travaillez et qui occupent votre esprit. Le gars, il t'a dit non, tu as proposé un truc, non, je ne suis pas dans cette situation. Donc, il a pris le temps de répondre. Donc, s'il a pris le temps de répondre, il y a de fortes chances que si tu continues à discuter avec lui, qu'il continue à échanger avec toi. Donc, la deuxième question qu'on pose là, c'est forcément, tout client a un projet prioritaire du moment, a une problématique prioritaire. Il n'est pas juste là en train de se croiser les doigts. Donc, quand tu lui poses cette question, peut-être que toi, ton input initial, enfin ton intuition était d'aller sur ce problème-là. Au final, ce client te dit, j'ai pas ça, mais tu peux lui poser la question pour savoir c'est quoi le deuxième problème sur lequel il est en train de bosser. Enfin, le problème qu'il est en train de bosser. Pourquoi? Parce que si tu réponds, ça te donne une indication sur ce profil-là, il a aussi ce problème-là. Et peut-être que sur ce problème sur lequel il bosse actuellement, il a des problématiques sur lesquelles tu peux adresser. On s'en fout qu'on ait eu raison ou pas au départ. Ce qui nous importe, nous, c'est de dire, il faut que la personne en face, elle dise, écoute, mon problème du moment, c'est ça. Une fois qu'il t'a dit ça, tu dis, écoute, discutons-en. Et une fois que vous commencez à discuter, il n'y a plus aucune raison que tu ne signes pas. Troisième cas, je n'ai pas de réponse. Quand tu n'as pas de réponse, il faut relancer une ou deux fois encore. Si tu ne relances pas, alors ça, nous, on est très franco-français, on a peur de déranger. Non, mais ça ne se fait pas, c'est mal poli. Les gens, ils ont autre chose à faire. Écoute, je te donne mon expérience. Si j'avais jamais relancé, j'aurais jamais eu de clients. Point barre. Même les DSI qui sont super intéressés, qui me disent oui, etc. On fait une visio, plus de réponse, plus de réponse. Tu es toujours intéressé? Ah oui, désolé, j'étais en vacances. Ah oui, désolé, j'étais en congé. Ah oui, il y avait une mise en prod, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Ah oui, j'ai vu ton message, je devais y répondre, j'ai oublié. Donc, la relance est hyper importante. Tu ne fais pas de relance, tu perds, tu laisses 100% de ta thune sur la table. Une fois que c'est OK, en fonction de ton analyse, tu reprends d'autres cibles, tu reprends d'autres types d'entreprises, d'autres types de problèmes, d'autres types de personnes, d'autres tournures de messages et tu recommences jusqu'à ce que tu signes une première fois. Une fois que tu as signé, bingo, tu as la formule qui fonctionne. Tu n'as plus qu'à refaire ce qui a signé, en fait, tout simplement. On se focalise sur celle-là, c'est-à-dire l'offre qui a fonctionné. Et on peut aller après plus loin, aller chercher plus de gens, faire du contenu, commencer à… Voilà, il y a plein de trucs que tu peux aller. Une fois que tu as quelque chose qui fonctionne, faire de la pub, faire du mass mailing et tout, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu n'as pas ce truc-là qui a fonctionné une première fois, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On est en phase de divergence au départ. On va chercher ce qui fonctionne. Une fois qu'on sait ce qui fonctionne, on est en phase de convergence et on fait la même chose qui fonctionne plusieurs fois. Mais ça, on aura le temps de discuter une prochaine fois si l'occasion nous est donnée. Conclusion rapide. Point à retenir. Le problème n'est pas ta compétence, c'est ton système d'acquisition de clients. Ce n'est pas ton profil non plus. Tu peux attendre qu'on t'appelle ou créer ton propre flux de missions. Et tout ça, ça commence par un changement de posture qui est simple. Tu passes de freelance qui attend des missions à freelance qui cherche, ou plutôt partenaire de confiance, qui contacte et qui va contacter les gens. Je crois que j'ai mal tourné ma phrase, je corrigerai, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Tu passes de freelance qui attend à freelance qui cherche. Et ça, c'est vraiment on va dire, ce qu'il faut garder, revenir actif. Ouf, j'ai terminé en 59 minutes. Moi, je suis encore disponible. Je pense que Roman va se reconnecter dans pas longtemps. Elle va reprendre la parole. Je suis là. Donc, je reste disponible. Bon, on a essayé de régler les problèmes, mais apparemment, c'est compliqué. Ça dépend des outils, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est bizarre parce que sur Livestorm, d'habitude, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, j'ai essayé sur mon téléphone et je vois bien tout le monde, mais donc c'est
compliqué. Merci Imran. Merci à tous d'avoir été présents du coup sur ce webinaire. Je vous mets le lien du LinkedIn d'Imran si vous voulez aller regarder un petit peu ce qu'il fait et voir un petit peu du coup ce que tu proposes en tes programmes et tes coachings, Imran. Si tu Ouais. veux dire quelques mots sur ce que tu proposes. Ouais, ben on peut. Alors, rapidement. Moi, j'accompagne des freelances qui veulent reprendre l'acquisition de leurs clients. C'est-à-dire sortir du mode ESN, sortir du mode intermédiaire pour pouvoir trouver des clients directs. Ensuite, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de dire, je veux arrêter de vendre du TJM parce que j'en ai marre de bosser 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Je suis devenu freelance pour être libre. Et donc, comment je fais pour vendre des prestations qui me rapportent toujours autant que mon TJM, mais qui, d'un point de vue temps et organisation, est beaucoup plus flexible. Donc, généralement, les deux sont liés. Et donc, moi, j'accompagne les freelances qui sont dans cette démarche-là. Je parle de ça sur LinkedIn à fond. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, je pourrais envoyer, où je développe certains sujets un peu plus en détail. Mais essentiellement sur LinkedIn, je suis présent. On peut venir discuter avec moi. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va vous envoyer le replay et la présentation pour ceux où ça buguait un petit peu pour le début. Et on vous a remis également l'adresse coaching.mission@hightakers.com. Je vous répondrai avec plaisir si vous voulez. Moi, je peux vous accompagner du coup sur plutôt la partie RH, refonte des CV, etc., entretien de simulation. Voilà, quand vous êtes en recherche de mission. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bye, à plus tard. Au revoir, merci. Au revoir.